tous et bienvenue dans votre quotidienne spéciale Nord et c'est la dernière de la semaine. Pour notre rubrique C'est Sport, je vous propose d'aller à Yingen assister à la Coupe Yewene à travers la caméra d'Aurélie Chiron et sous les explications de Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, pour une bonne alimentation, aujourd'hui on vous propose donc des modes de cuisson du côté de Pointe-d'Imier avec Anna Chiron et ensuite pour terminer dans notre rubrique Demander le programme, nous allons voir un reportage sur l'éveil corporel. Davina nous expliquera tout ça, mais je vous propose de retrouver notre invité Alain Guarez, directeur de l'AFMI. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Guarez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'AFMI, l'AFMI s'occupe aujourd'hui du théâtre, de la danse, mais aussi de la musique. Donc c'est bientôt la rentrée, on va dire pour vous, l'association de formation des musiciens intervenants. Donc vous comptez actuellement 11 antennes, c'est ça? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de l'an dernier? Donc on sait que la musique reste l'art le plus pratiqué, on va dire en province nord et même en Calédonie. Un bilan, oui, c'est passé. Enfin, les antennes ont bien fonctionné, notamment dans le Nord. C'est des structures qui sont bien dotées et qui fonctionnent bien avec des beaux équipements, en tout cas. On parle de Koné et Koumak. Ensuite, on a des petites structures provinciales, une à Puebo et à Wailou. Et à Pointe-d'Imier aussi. Pointe-d'Imier qui devient cette année une antenne du conservatoire avec une école toute neuve. D'accord. Nouveaux locaux. Et avec des intervenants donc, que vous avez formés, c'est ça? Oui. Donc la formation, c'est le certificat de musicien intervenant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire le point de cette formation? Eh ben, c'est une formation qui fonctionne bien depuis 2004, je crois, par là. La plupart des gens qui ont été formés, ils ont trouvé du travail, enfin, au sein en tout cas du réseau conservatoire FMI. Et il y en a une partie qui sont partis en France. Pour compléter leur formation. Voilà, pour aller passer un DUMI ou un DE. Et d'autres qui travaillent dans la musique ou qui sont profs de musique au collège, parce que c'est aussi une piste de travail, ça. D'accord. Alors, pour parler également de la formation, qui forme en fait à la FMI? Vous Alors, c'est le conservatoire au départ qui est l'organisme diplômant, en fait, c'est lui qui délivre le diplôme. Il nous délègue une grosse partie de la formation, en fait. Et donc, on alterne entre des professeurs du conservatoire et des professeurs de la FMI, donc salariés. Et voilà, donc la formation se fait en partie au conservatoire et en partie à la FMI. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que les communes ont adopté ce concept d'avoir justement des cours de musique au sein des collectivités? Oui, mais ça fait un moment que ça dure, même avant le CMIT ou avant la FMI, il y avait déjà des cours de musique, mais c'était les professeurs du conservatoire se déplaçaient en fait une fois par semaine il y a très longtemps, même jusqu'à dans les îles. Sauf que le projet qu'on a monté, c'était de former des jeunes de la région, d'où ils sont, pour éviter justement tous ces déplacements. Et l'objectif est atteint aujourd'hui? On peut dire qu'il est atteint, sauf qu'on n'a pas assez de profs encore. Alors d'aujourd'hui, là, on a une rentrée scolaire qui est un peu délicate parce que on a plus de postes que de ressources humaines. D'accord. Et donc on est obligé de faire appel à des gens d'ailleurs, pas forcément bien intégrés, enfin c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Alors en parlant de ressources humaines, moi je vais plutôt parler de subventions. Le gouvernement a baissé sa subvention pour la culture. Est-ce que vous êtes inquiet? Ouais, enfin on est tous forcément inquiets, la culture, on a tous tous les artistes, tout ça, on a tous depuis le mois de décembre, on est tous un petit peu abasourdis par ce qui s'est passé. Moi, nous, la FMI, ça fait 2 années qu'on a des grosses baisses budgétaires. Alors, je ne vais pas faire le détail, mais ça devient inquiétant, en tout cas pour nous.
Nous, si ça continue comme ça, et c'est annoncé apparemment pour 2017, nous, je pense pas qu'on puisse tenir. Donc il faudra qu'on revoie le dispositif parce que... Donc il y a une option quand même, il y a un plan B. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que responsable de la FMI? Parce que ce j'ai pas de doit plan. Continuer. J'ai pas de plan B parce que... Une proposition peut-être. Parce que nous, on a été mis en place par les collectivités. Donc on n'est pas une structure... qui fait des bénéfices en fait finalement. Donc nous on vit que des subventions, on a une mission de service public, même si juridiquement on est prestataire. Mais en tout cas, voilà, si les politiques culturelles ne s'organisent pas, en général, nous on risque de ne pas pouvoir suivre, quoi. Pas humainement, quoi, en tout cas. Alors, en tout cas, l'année scolaire va commencer. Quel est votre programme, justement, pour cette année? Il y a beaucoup d'inscrits pour l'année 2016. Ouais, alors, bon, de manière générale, parce que nous, on est quand même un organisme pays, donc de manière générale, il y a des endroits où ça baisse particulièrement, province des îles, province sud. La province nord, les antennes sont toujours bien dotées. Ils ont toujours eu une politique culturelle un peu plus claire, en tout cas. Donc sur les... on ouvre donc à Koné-Koumak qui était déjà ouvert. À Koumak, on a donc musique et théâtre. À Koné, on a la danse et la musique. Et la nouvelle antenne de Pointe-Dimier, donc qui va s'ouvrir avec une petite annexe à Ponériouin aussi. Avec la danse, un peu de danse peut-être à Pointe-Dimier si ça le fait. Alors ce qu'il faut dire c'est que ces antennes elles sont bien remplies et souvent en liste d'attente. D'accord. Avec des grosses listes d'attente, ce que je veux dire c'est que on n'arrive pas à répondre à la demande des gens qui s'inscrivent, même des collectivités locales, style mairie ou école qui nous sollicitent sans arrêt pour des projets scolaires ou quoi que ce soit. Finalement, on n'a pas assez d'heures et ça ramène aux histoires d'argent. Et finalement, voilà, on peut pas répondre. Donc, on a d'un côté des grosses sollicitations de partout, mais finalement, on est assez restreint par rapport au quota qu'on a. Ça, c'est un petit peu le problème. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des idées, des nouveaux projets. Et globalement, quand on enseigne la musique en antenne décentralisée, on enseigne principalement les musiques actuelles, les musiques d'aujourd'hui, les musiques du monde, le jazz aussi. Et on aimerait bien changer notre méthode, finalement. Et... quel genre de méthode? La méthode, on va l'appliquer, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est que des ateliers en fait. On s'inscrit en atelier pour jouer avec les autres. Parce que généralement, quand on apprend la musique, dans les musiques d'aujourd'hui, c'est pour jouer avec les autres. Donc c'est ce qu'on va prioriser. Donc là, on a un projet pilote sur Dambéa, mais on aimerait bien qu'il s'étende à l'ensemble des dispositifs décentralisés en 2017. Où un enfant viendra d'abord s'inscrire pour jouer avec les autres en pratique collective et fera ensuite un instrument et le solfège viendra peut-être après. Donc on va revoir un petit peu le dispositif, ça existe d'ailleurs dans les autres pays, on est un peu à la traîne nous là-dessus. D'accord, donc vous visez un peu le collectif. Tout à l'heure vous parlez de théâtre et de danse également, est-ce que ça se passe bien à ce niveau-là? Est-ce que les Calédoniens se sont appropriés? Parce que c'est souvent un art qui est assez moins courant en Calédonie, mais aujourd'hui je pense que c'est dans les mœurs, donc le théâtre et la danse aujourd'hui. Dans le Nord, d'ailleurs c'est que dans le Nord, à Koumak, ça fonctionne, c'est le début, ça a commencé l'année dernière en fait, en 2015, des ateliers et des cours. Ça se met en place, il y a eu des petits bugs, il y a des choses qui marchent bien. Quand on se déplace ou on va faire des stages dans le Nord, enfin dans la pointe Nord, là-bas ça fonctionne. Donc ça se met en place, on va dire. Alors par contre, on a aussi la mission de s'occuper de Monsieur Pierre Gopp. Effectivement. Donc, chaque année, on produit les pièces de Pierre Gopp. Chaque année, on doit produire au moins une pièce qu'on fait tourner sur l'ensemble avec des résidences qui ont lieu dans le Nord, avec des acteurs du Nord en général.
Donc là, elle est elle va démarrer la résidence pour la nouvelle pièce de Pierre qui va en coproduction avec la DCK. Et avec les écoles, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des interventions? Pour le moment, non, c'est pas assez. On n'a pas. On pourrait donc copier le schéma qu'on avait mis en place au niveau musique, c'est-à-dire tout ce qui est formation, mise en place des profs, école. On n'en est pas là encore, il y a encore du chemin à faire pour monter une formation ou des choses comme ça. On n'est pas, c'est le début là. Et la danse avec M. Wenethem, ça marche? C'est plus M. Wenethem. Oui, désolé. Non, on va. Il y a du mouvement dans la danse au conservatoire cette année. Il y a beaucoup de changements apparemment, notamment même à Koné et à Nouméa non plus, apparemment aussi. Donc bon, c'est rien de sûr, mais je pense que ça va bouger en tout cas, des jeunes et puis des calédoniennes qui vont prendre le département à bras-le-corps. Apparemment, ça devrait être. Elles ont la pêche, donc ça devrait bouger. Alors, on revient aux formations et après, on termine cet entretien. Donc, les gens qui vont se former en métropole reviennent. Est-ce qu'ils trouvent souvent du travail ou pas? C'est un autre problème que vous avez envie également de oui, là, il y a des collectivités qui prennent en compte le fait d'envoyer des gens en formation, puis d'autres un peu moins. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui reviennent et qui n'ont pas de boulot, qui ont subi 6 ans de formation au moins, qui reviennent. Ça fait des longues périodes, 6 ou 7 ans de formation. Ils reviennent avec un diplôme universitaire, etc. Et il n'y a pas de travail pour eux. Donc c'est un peu délicat. Alors ça dépend des collectivités, il n'y a pas tout le monde réagit de la même façon. C'est peut-être le moment aussi d'essayer comme je dis, c'est qu'on ait une feuille de route, qu'on sache où on va si on envoie des gens, sinon ça ne sert à rien de les envoyer. Voilà, un message aux autorités. Donc pour terminer cet entretien, Alain Guérès, quel est votre souhait? Vous avez tout à l'heure parlé de projet, mais quel est votre souhait, vous, en tant que directeur de la FMI? Quel projet? Quel souhait? Moi, je souhaite que déjà ce projet de musiques actuelles et de pratiques collectives se mette en place un peu partout. Ça conviendra beaucoup plus aux gens et aux jeunes et aux enfants, qu'on intervienne, qu'on monte plus de projets CHAM, comme à Koné et à Nouméa, parce que ça, c'est une réponse un petit peu aussi aux problématiques de l'échec scolaire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, effectivement, bien sûr des moyens, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes avec la jeunesse d'ici et la musique, théâtre ou la danse, c'est aussi des réponses qu'on peut apporter, et puis parce qu'on est sollicité, mais on ne peut pas le faire, donc il y a un problème. Voilà, donc une culture, peut-être le moyen plutôt à développer en Nouvelle-Calédonie. Donc Alain Guérès, merci d'avoir accepté cette invitation. De rien, merci. Au revoir. Bonjour Jimmy, dans ce sport aujourd'hui direction la côte Est, donc à la commune de Yingen. Bonjour Elise et bonjour à tous, direction Yingen pour parler de la coupe Tjibaou, une 3e édition qui s'était déroulée le 23 janvier. Toutes les tribus s'étaient donné rendez-vous au terrain municipal de la commune. Un hommage à la jeunesse, c'est dans ce thème que se sont déroulées, Elise, les différentes activités proposées, le concours du lancer d'épervier, il y avait également du canoë-kayak, de la marche athlétique et bien entendu les sports traditionnels tels que le volleyball, le beach soccer ou encore le football. Alors Jimmy, tu disais un hommage à la jeunesse, c'est le thème de la coupe Tjibaou. Pourrais-tu nous en dire plus? Alors conscientiser plutôt la jeunesse, ce sont les propos de Daniel Goa, le maire de la commune, donc Yingen, qui brille dans le sport et notamment au football avec encore une fois des noms comme Bertrand Caille, Roy Kayara ou encore Brice Diaité. Ce sont des joueurs très connus, Elise, qui ont emmené l'équipe de la côte Est à 2 reprises en métropole. Alors notamment double vainqueur de la Coupe Calédonie. Voilà, Yingen Sport, ils ont défendu fièrement les couleurs de la commune et ils font également la fierté de toute une région, le nord et notamment le nord-est. Yingen Sport, c'est véritablement un exemple de réussite, Elise, et justement l'hommage rendu à la jeunesse durant cette coupe Tjibaou qui est de les conscientiser, c'est justement leur
montrer qu'il y a du potentiel, qu'ils ont les qualités pour réussir, notamment dans le football, en défendant ses couleurs, en défendant sa tribu et aussi sa commune. Donc on peut réussir à condition d'être, encore une fois, conscient du potentiel que l'on a. Donc il faut tout simplement gagner en confiance en soi, tout simplement. C'est ça le message que Daniel Goa et l'association Koïtienne, organisateur de la Coupe Chibaou, je vais y arriver, veut faire passer à toute la jeunesse de la commune. Alors avant de retrouver le reportage, donc dans quelques instants, on rappelle l'organisation de ce tournoi. Tout à fait, Elise. Alors les tribus s'affrontent dans différentes activités, celles que j'ai citées précédemment, avec un classement général qui se fait en fonction du nombre d'activités remportées. Un exemple tout simple pour la marche athlétique, eh bien c'est la tribu de Wanjik qui est sortie vainqueur. Une victoire qui leur a permis d'engranger 10 points de plus au classement général. Cette année, pour la 3e édition, c'est la tribu de Ganem, située à la sortie de Yagen en allant vers Puebo, donc qui a remporté la Coupe Chibaou, une 3e édition. Je vous propose qu'on fasse un retour en images sous l'œil aguerri de Aurélie Chiran. À chaque fois, c'est une rencontre qui se fait pendant les vacances scolaires pour permettre aux jeunes de la vallée et puis les jeunes de bord de mer de se rencontrer ici, au point central qui est le village, autour d'activités sportives. On organise un repas commun et puis une projection sur les événements politiques et puis les événements culturels. Et à chaque fois, ça donne lieu à des débats, des échanges entre les anciens et puis les jeunes de Yengen. Donc il y a une volonté aussi de transmission, de valeurs surtout, intergénérationnelles. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ça part aussi du constat qu'il y a beaucoup on parle de notions que l'on aborde dans les écoles, de respect. On aborde aussi dans la coutume, mais en dehors de ce contexte-là, il n'y a pas d'autre moment où on rappelle ces valeurs-là. Je pense que c'est bien pour nous les jeunes. Puis voilà, ça permet de se rencontrer, de faire du sport, et voilà, de sortir un peu de la tribu, de voir autre chose que de rester à la tribu, tout ça. On va faire 2 par 2. C'est au chrono, hein. Vous allez tourner à la bouée là-bas. On est à la 3e édition, donc c'est assez rodé maintenant, même si 3e édition c'est jeune encore. Hein. On essaie de faire en sorte à pérenniser cet événement qui devient pour les gens de Yengen une épreuve, un événement justement qui réunit tous les gens de la commune où ils profitent de partager ensemble au niveau du sport et de la culture. Mais la Coupe Chibaou Intertribu ne s'adresse pas que aux jeunes, donc il y a aussi une volonté de faire en sorte à ce qu'on puisse l'ouvrir aussi à des plus âgés, donc faire participer les plus jeunes mais aussi les plus âgés avec plusieurs disciplines. Il y a le tir à l'arc, il y a le tir à la fronde, des jeux traditionnels et aussi les épreuves phares qu'on connaît dans la région et aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le volley, le football, il y a le volley beach, il y a aussi le beach soccer qui a été ouvert cette année pour les plus jeunes. Donc il y a un tournoi qui leur est consacré. On a intégré aussi dans l'événement tir à la fronde et puis lancer de sagaï. Plus on a demandé aussi à des partenaires d'intégrer le volet navigation, canoë kayak cette année, l'année dernière c'était VAA. Et puis tir à l'arc, c'était plutôt pour des volets de découverte et puis permettre aussi de valoriser autant les sports collectifs que les sports individuels. Toutes ces disciplines ont un nombre de points suivant la place que tu occupes dans le classement. Donc ce décompte-là sera comptabilisé dans un décompte général qui permet de donner un classement officiel par tribu. Donc, par exemple, il y a des disciplines phares, on comprend bien qu'il y a des disciplines par exemple comme le foot et le volley, ce sont des épreuves qui sont les plus populaires. Donc on a mis des points plus importants dans ces disciplines-là. Donc les tribus jouent à fond dans ces disciplines-là. Il y a un côté initiation aussi, par exemple sur le tir à l'arc ou les disciplines qui ne se pratiquent pas forcément en province nord, mais aussi à Yengen. Donc on essaie de faire en sorte à ce qu'on puisse à la fois s'initier, mais aussi en même temps rapporter des points dans le décompte général de chaque tribu. Donc cette année, c'est Wetipo qui ramène le trophée qui avait été remporté
en 2014. C'est aussi pour nous permettre de révéler un peu des talents cachés et puis qu'on peut par la suite accompagner, prendre en charge avec le staff technique ici de Yengen Sport pour permettre aussi, susciter aussi l'émulation auprès des jeunes de la vallée, les jeunes du bord de mer, parce que Yengen c'est d'abord un projet quoi, de vivre ensemble ici et puis au-delà, comme l'a dit le maire de Yengen tout à l'heure dans le discours d'ouverture, c'est aussi de construire un pays. Il faut d'abord se respecter entre nous et puis après on peut aller ouvrir cette parole là, du destin commun aux autres. Il faut d'abord que nous on s'entende bien entre nous. C'est l'histoire de... On dit dans la langue, c'est petit moi, ça veut dire se respecter entre nous. C'est valable pour la coutume, c'est valable pour le sport aussi. Et on retrouve la même ambiance que dans les jeux intertribus et les jeux intercommunaux. Le sport en province nord, ça se développe bien. Ça se développe bien, Élise, et propose davantage d'activités sportives, notamment durant la période creuse, c'est-à-dire les vacances scolaires, qui est synonyme de trêve pour tous les sportifs. Et si jusqu'à présent, la province des îles était, entre guillemets, la seule région connue et encadrée par les institutions à organiser un tournoi à destination des jeunes, donc durant les vacances avec sa traditionnelle coupe Yewene, le Nord aussi s'est lancé dans cette éducation sportive à destination de la jeunesse et notamment la coupe Chibaou, dont l'objectif reste, je le rappelle, la conscientisation de la jeunesse. Et comme dit les gens de Yengen, Olehoun. Olehoun, Élise, merci à toi et merci à tous de m'avoir suivi. Bonjour Anna, nous parlerons cuisine avec toi, mais tu as changé de rubrique. Tu fais du fin bon maintenant bonjour d'abord, oui, bonjour à vous. Mais non, je m'occupe toujours de vous, on n'a pas changé de rubrique. En fait, si on va parler cuisine, c'est aussi parce qu'on va parler santé. Et on verra qu'il faut utiliser plusieurs modes de cuisson. Enfin déjà, on verra qu'il existe plusieurs modes de cuisson et que pour préserver sa santé justement, eh bien, il faut alterner ces différentes façons de cuisiner. Donc aujourd'hui on est toujours pressé, on ne pense pas forcément à notre façon de cuisiner, on choisit ce qui est plus simple et rapide à faire. Des fois on va aller dans le marché du coin, on prend une petite barquette, on revient et puis... C'est vrai, on choisit la rapidité, la facilité et puis pour en revenir aux différentes façons de cuisiner, la technique de cuisson qui est la plus simple, c'est tout simplement d'exposer directement l'aliment au feu. C'est ce qu'on appelle faire griller tout simplement et éventuellement faire griller sur plusieurs faces et alors là ça devient le rôti. Il existe des traces de rôtissage vieux d'environ 1,5 million d'années et elles ont été retrouvées ces traces dans les grottes de Chukutien en Chine et puis il y en a aussi dans le site de Terra Amata et là c'est à Nice. Et durant le 19e siècle, on a eu l'apparition du fourneau en fonte alimenté au charbon et puis ensuite est apparue la cuisinière à gaz. Voilà, ce sont des méthodes qui ont permis justement de révolutionner la façon de cuisiner. On a pu depuis faire de nouvelles préparations grâce à ces nouvelles façons de cuire. Voilà, une sacrée évolution et tu as cité justement quelques exemples de modes de cuisson, griller, rôtir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a la cuisson à l'étouffée. Les légumes sont cuits à feu doux dans leur propre jus et c'est un des meilleurs modes de cuisson, mais évidemment si on utilise des produits sains et biologiques. Ensuite, on a la cuisson à la vapeur, mais là, il faut distinguer vapeur et vapeur, puisqu'il y a la vapeur dure, qui est on utilise dans ce cas la cocotte minute ou la marmite à pression. Et là, ça tue, hélas, beaucoup de vitamines et ça rend les sels minéraux inassimilables. Puisque la chaleur sous pression, eh bien, ça dépasse les 100 degrés Celsius.
Par contre, la vapeur douce, la cuisson à la vapeur douce, alors là, cette technique, elle consiste à produire de la vapeur, enfin beaucoup de vapeur, et ensuite on y laisse les aliments le temps nécessaire, mais sans pression. Du coup, pendant la cuisson, hein, on peut soulever le couvercle pour vérifier sans problème, sans problème, voilà, on peut vérifier. Et on peut cuire aussi en papillote. Il y a les papillotes, mais là, les papillotes, en fait, hein, c'est une variante hein, de la cuisson à l'étouffée. Et puis, voilà, on y retrouve hein, les mêmes avantages. Par contre, un petit conseil, Élise, et à vous aussi derrière votre petit écran, n'utilisez plutôt du papier sulfurisé plutôt que le papier aluminium. Et en ce qui concerne les grillades, les barbecues et tout ce qui est fumé, qu'on apprécie beaucoup ici, alors là, ce sont des techniques à limiter car nocives hein, pour la santé, voire même cancérigènes. Et la friture? Alors la friture à limiter évidemment hein. Et les seules huiles à retenir pour les fritures sont les huiles d'arachide et d'olive. Les autres huiles hein, sont à éliminer pour ce genre de cuisson. Et je disais tout à l'heure qu'il faut limiter. En fait, c'est carrément déconseillé pour la santé. Mais bon, de temps en temps, hein, on peut bien se faire plaisir, mais voilà, on va essayer de limiter à 1 fois par mois. Bon, je sais que ça va être dur. Bon, en tout cas, moi, je te propose de monter dans le nord, à Pointe-Dimier, et pour voir un peu les différents modes de cuisson. Et ce jour-là, ils étaient du côté du marché de Pointe-Dimier, et c'est un reportage signé Aurélie Chiron. On regarde. Aujourd'hui, on avait décidé au niveau du service provincial, dans le cadre de la campagne changer de mode de cuisson, varier les modes de cuisson, de proposer aux associations, aux femmes, des marchés, de réaliser des plats autour d'un seul produit. Alors, marché de Pointe-Dimier, les femmes ont choisi de parler du taro. Et elles ont préparé des plats avec le taro, avec différents modes de cuisson et différents accompagnements. Donc il y en a qui ont fait avec l'entrée, d'autres avec le poisson, d'autres un plat tout seul. Et donc on a jugé aujourd'hui en lien avec l'agence sanitaire et sociale et les femmes du marché, on avait fait un petit critère de notation des plats. Et donc on a eu 9 femmes qui nous ont présenté des plats. À toi. Alors numéro 7. C'est toi, hein, Gertrude? Le critère le principal, c'était que le goût soit au rendez-vous, la saveur du plat, qu'on utilise des produits locaux, qu'on utilise en plus du taro, qui était le produit choisi, qu'on utilise des fruits ou des légumes, qu'on y mette de l'originalité, et puis qu'en même temps, ça soit accompagné éventuellement de choses équilibrantes ou de choses qui assaisonnent. C'est-à-dire, il y avait du citron, il y avait du coriandre, on a vu du curcuma, voilà, on a eu des épices utilisées et ça, c'était l'objectif aussi, que ça ait de la saveur. L'essentiel, c'est que ça fasse plaisir quand on mange et qu'en même temps, ça soit sain. Mais si on utilise des produits locaux, qu'on donne du goût et qu'on se fait plaisir en faisant attention au mode de cuisson, eh ben, on gagne la santé, quoi. On goûte tout le monde en même temps le même plat. Et puis un par un, on passe les critères. Dans le jury, il y avait des femmes du marché et puis une personne de l'agence sanitaire et sociale, la diététicienne qui est ici sur le secteur, Marie, et puis moi qui suis à la province au service de prévention, des actions sanitaires et de prévention de la province Nord. On en a profité dans cette campagne pour attirer l'attention sur ce qui s'était déjà dit l'année avant et qu'on valide toute l'année, c'est attention pas trop de sel, attention pas trop de sucre. Donc c'était surtout ces choses-là qu'on voulait valoriser par cette campagne mode de cuisson.
C'est important de varier les modes de cuisson parce qu'ici, beaucoup de modes de cuisson sont à base de produits gras, soit des fritures, soit des cuissons avec du lait de coco, soit des vinaigrettes bien lourdes qui accompagnent les plats ou la mayonnaise. Donc c'est important de parler des différents modes de cuisson et de goûter la saveur d'un plat qui n'a pas baigné dans l'huile, qui n'est pas forcément assaisonné avec de la matière grasse. Donc la valorisation des produits à vapeur, bouillis, à l'étouffée, en papillote a été mise, on a appuyé là-dessus. Merci. Moi, j'en veux pas beaucoup, s'il te plaît. Merci. La campagne a été lancée à partir du constat qu'il y a beaucoup de personnes en surpoids, beaucoup de personnes qui deviennent obèses, des troubles de la santé associés à ça, des conséquences cardiaques, respiratoires et beaucoup de diabète aussi. Donc ce qu'il y a, c'est que le mode de cuisson, si on le modifie, on va agir sur ce qui est dans son assiette et donc sur ce qu'on apporte à sa santé et à ses besoins. On n'en aura pas plus que ce qu'on a besoin dans son assiette. Parler uniquement de la santé, quand on veut parler d'alimentation, c'est pas forcément un bon point d'entrée. Parce que quand on parle de santé, c'est un peu comme si on voulait éviter la maladie. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est donner au plat des goûts, donner de la saveur, valoriser des produits pour que les gens aient envie de cuisiner et d'une autre façon. Donc à la fois pour bien sûr protéger leur santé en valorisant les modes de cuisson qui sont les moins gras, puisque c'est ceux-là qui provoquent l'obésité, le diabète, etc. Pour Yvette la gagnante, une cocotte minute pour cuisiner sans mettre trop de matière grasse, vapeur et tout. Voilà. Merci. Félicitations, je te fais la bise. Et un petit sac avec tout ce qu'il y a. Bravo à tous. C'était excellent. Bravo et on recommencera si ça vous plaît. On recommencera. Voilà, donc on voit que c'est important hein, de la façon de cuire nos aliments pour notre santé. Merci Anna, on te retrouve donc la semaine prochaine. Et je te dis bon week-end et bon week-end à tous. Bonjour Davina, on parle d'une artiste calédonienne et dans cette première partie de chronique. Oui, c'est ça. Bonjour Elise et bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, on s'intéresse à Olivia Manissa Panat, donc connue au pays et plus spécialement dans le Nord, parce qu'elle a participé à plusieurs mouvements. Donc cette artiste calédonienne issue a connu un parcours assez pluridisciplinaire, comme diraient les gens du métier, parce qu'elle est capable de faire du chant, du théâtre ou encore de la danse. Elle a eu cette chance de parcourir un peu le globe et de ce parcours, aujourd'hui, elle a plusieurs contacts un peu partout dans le monde, en Calédonie bien sûr, en France, mais aussi en Indonésie. Et c'est ce qui, on va dire, donne la couleur un peu à cet artiste, donne de la couleur à son parcours. Donc la danse contemporaine, c'est pour elle, un trait d'union entre son jeu de comédienne et son côté de danseuse en fait, tu vois Elise. Donc nous l'avons pour vous rencontrer lors d'un atelier d'éveil corporel. C'est Aurélie Chiron qui est allée à sa rencontre et je vous propose qu'on regarde tout ça en images. Les 3 volumes, le réveil des appuis. Je rajoute l'espace parce que quand même la semaine dernière, ce cercle-là était omniprésent, quoi. Oui, que vous soyez par deux, seul, les yeux ouverts, les yeux fermés. Donc aujourd'hui, l'espace. Alors la recherche corporelle, c'est une manière d'aborder le mouvement en dehors d'un cadre académique préétabli. C'est un moyen de travailler à partir de la sensibilisation, à travers des émotions, des états de corps, des sensations. On n'est pas du tout dans un travail d'une forme ou dans des mouvements au kilomètre, mais on est vraiment comme des archéologues qui creusent, qui cherchent, qui fouinent dans un travail de corps. Je vous invite à poser votre conscience sur votre respiration, donc soit costale, soit ventrale, gonflée, augmentée comme un ballon, qui gonfle et qui gonfle.
puis un ballon qui se dégonfle. Une profondeur, une épaisseur. Je définis des thèmes à partir desquels je dégage des objectifs. Ces objectifs me permettent d'avancer sur des éléments techniques. Et du coup, la technique est vraiment dans la pratique et induit dans ce que du coup j'appelle un atelier de recherche corporelle et non pas dans un cours technique. Concrètement, ça consiste à poser un processus de création que mes élèves vont pouvoir explorer. Et à l'intérieur de ça, ils vont aborder des objectifs techniques. Toi, t'aimes la frite, hein, mais à chaque fois, c'est la frite. Hein. Là, ça peut que te faire quelque chose parce que c'est le long de ta colonne vertébrale. Voilà, donc ça prend du sacrum à l'occiput et du coup tout le long comme ça. Et tu te relâches à l'intérieur. Ouais. J'aime assez dire à mes élèves que ce temps de travail, d'abord j'appelle ça un temps de travail, est comme un terrain de jeu. On refait appel à l'enfance, à l'enfant qui est en nous, et on laisse libre cours à l'imaginaire, à l'imagination, à sa créativité, sans aucune limite. Et le deal entre nous, c'est que de ma part, il n'y a en aucun cas un jugement. On commence par le son lame, et je vais vous redire les sons au fur et à mesure où on monte au niveau des chakras. Je pense que mes élèves, là où elles en sont, elles arrivent déjà à percevoir des états de corps. On parle déjà, là où on en est, on parle déjà d'états de corps, on parle déjà de sensations. Et là où elles en sont capables de les nommer. Elles les ont explorées, vécues, elles se sont laissées traverser par les émotions, les sensations et les états de corps. Et maintenant, elles sont capables de les nommer. Et là, la dernière étape qu'on a réussi à faire, c'est qu'elles sont capables de les transmettre à l'autre, au partenaire. Donc c'est vraiment ce vers quoi on tend. Ça, c'est d'un point de vue objectif d'un atelier sur toute une année. Et d'un point de vue humain, cet atelier semble leur apporter une notion de bien-être aussi. Un moment pour soi, un moment où on se reconnecte avec soi, avec l'autre et avec l'espace qui nous entoure. Et au fur et à mesure de votre mobilité, vous allez vous retrouver assises et on se retrouvera en cercle, assises toutes. Je vous laisse un bon moment pour explorer, je vous dirai quand il faudra trouver une fin. Donc vous êtes libre de prendre le temps. Pour celles qui sont encore allongées, je vous invite à passer à une posture intermédiaire entre allongée et assise. Tout à l'heure, on a réveillé toute la peau arrière de notre corps, qui peuvent servir aussi d'appui. Là, on réveille précisément les pieds, notamment la plante de pied. Ça va nous être très utile pour après. Donc déjà, là, on est en connexion avec soi-même, hein, réveiller sa sensibilité. Mais après, on fera par deux. Il y a plein de choses à faire par deux. Les méthodes que j'utilise, c'est des méthodes qui m'ont été transmises au fur et à mesure de mon parcours, de mes formations, de mes expériences. Donc c'est le fruit de certains professeurs que j'ai rencontrés, mais aussi de chorégraphes avec qui j'ai été en masterclass, ou même de mes voyages, notamment en Indonésie, au Sénégal, où on aborde le mouvement dansé de manière différente qu'en Occident. Mais je mets aussi une passerelle avec le travail du son. J'ai beaucoup travaillé le rapport du son qui crée des vibrations dans le corps. Sachant que le corps est composé à 80% d'eau, ces vibrations font bouger les liquides et on est déjà dans un micro-mouvement. Et pour moi, tout micro-mouvement est déjà danse.
Moi, j'ai découvert la complétude de l'être, cette espèce d'idée là qu'on est deux êtres, et là pourtant c'est que des femmes, on est deux êtres séparés, et puis tout d'un coup on se retrouve complets, comme comblés aussi. Une sensation où le corps peut se mouvoir sans frein, dans la mesure où elle nous fait travailler très 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 doucement. Et le corps est vibration, la vie c'est une vibration, et avec la musique, on n'a pas parlé de la musique, mais elle choisit ses musiques aussi très très bien, et du coup on peut se laisser aller aux sensations de froid, de chaud, de douceur, aussi des peurs effectivement, mais du coup les peurs, comme on les prend très 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 doucement, on se rend compte que on peut les traverser en fait, et du coup qu'elles deviennent un nouveau chemin plutôt que quelque chose qui te tétanise et qui va t'empêcher d'avancer. J'aime beaucoup relier mes ateliers à un texte, de manière à finir sur une ouverture vers autre chose. J'arpente leur territoire, intime leur sol de me livrer la sève des plantes de leurs pieds. D'errance en caminade, de labyrinthe en avenue, au centre de la marche du monde apparaissent les fantômes aux pieds étranges. Auschwitz et ses montagnes de souliers, mortifères, témoins de pieds privés de liberté, se dressent les pieds nus sur des sentiers à prendre. C'est magnifique, c'est merveilleux d'avoir une dame aussi précieuse ici, parce qu'on a une artiste qui est complète, et je remercie le Centre culturel de nous apporter aussi cet atelier-là, parce que c'est vrai qu'il y a plus de choses sur Nouméa qu'en province nord, et là on a de la chance, on a beaucoup de chance, ceux qui vivent en province nord, d'avoir Manissa. Vous avez toute la musique pour occuper le plateau, et à la fin de la musique, il ne doit plus y avoir personne sur le plateau. Je suis comblée. Je suis comblée par ce qu'elle me donne en retour, par le fait d'avoir la possibilité de donner dans un cadre qui est quand même le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, en province nord. Pour moi, c'est un réel retour au pays natal, et comme il se doit, quoi. Et voilà, je dirais comblé. Et pour la suite de cet agenda, donc on pourra aller voir des expositions donc, en ce moment dans le nord du pays. Oui, c'est ça, Elise, tu as raison. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que jusqu'au 22 février, vous pourrez aller découvrir l'exposition en hommage à Mélanésia 2000. Donc si vous êtes du côté de Koné, sachez que elle se tient du côté du centre culturel Pomemi. Je vous laisse aussi un numéro de téléphone si vous souhaitez avoir plus de renseignements à ce sujet, le 47 11 06. D'ailleurs, sur notre site internet, vous pourrez voir justement une émission consacrée à Mélanésia 2000. Vous pourrez réécouter des reportages donc dans notre émission Les Traces du Passé, aussi des reportages actus sur notre site et notre compte Facebook. Donc la suite des rendez-vous, Davina. Alors on continue avec une autre expo, si tu le veux bien. Cette fois-ci, on va du côté de Vaud. Au centre culturel, il y aura l'exposition Mouvement, visible jusqu'au 26 février. Là, c'est pour aller découvrir le travail de l'excellent Jules Malocco avec ses élèves. Très très belle photo en perspective. Plus d'informations au numéro suivant, le 47 55 50. Et on finit en musique. On finit en musique, une petite proposition pour ceux qui vont fêter ça, je sais pas, s'il y a des petits coups de fête, pourquoi pas vous procurer le CD de Tchada, sorti récemment. Donc Tchada qui s'inscrit quand même comme une nouvelle référence du Kaneka en province nord. Là aussi, ils se sont diversifiés dans leurs textes, dans les thèmes abordés dans leurs textes. Donc voilà, à découvrir. L'album s'intitule Goon Cat, excusez-moi pour la prononciation. Voilà, à découvrir Tchada. Voilà, avec d'autres artistes que vous pourrez justement aller découvrir sur dans les magasins de la place, les magasins de musique. Merci Davina, et donc on te retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir Elise, merci à toi et merci à vous à la maison.
Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie de la province Nord. Il existe bien sûr d'une part l'agriculture traditionnelle qui en général est plus destinée à l'autoconsommation et d'autre part il existe une agriculture moderne qui elle est de nature marchande évidemment. Et c'est une forme on va dire d'agriculture qui demande des surfaces d'exploitation beaucoup plus grandes que pour l'agriculture disons artisanale. Évidemment, et d'ailleurs si on regarde l'évolution générale en province Nord, on constate que l'agriculture est souvent conduite de manière traditionnelle dans l'Est, ce qui contraste avec l'agriculture qui tend elle, à s'adapter à son environnement économique dans l'Ouest, où le nombre d'exploitations de petite taille a diminué au profit d'exploitations plus grandes. Mais qui dit grande surface dit bien sûr plus de travail, il y a besoin de machines agricoles dans ces cas-là et on ne peut pas tout faire à la main. Alors non, bien sûr que non, et d'ailleurs à l'époque où on labourait les champs avec les chevaux et les bœufs, bon voilà, c'est du passé maintenant. Il y a de l'outillage, des tracteurs, des moissonneuses, batteuses qui sont de plus en plus modernes, et puis les nouvelles technologies sont là aussi pour aider les agriculteurs à optimiser au mieux leur rendement. Oui, et puis de toute façon les nouvelles technologies, on va dire, trouvent une application presque dans tous les domaines de nos jours. Oui, c'est important de le noter, à moins de vouloir délibérément vivre dans les temps anciens, les nouvelles technologies sont aujourd'hui un peu sur tous les tableaux. Parmi les phénomènes high-tech de ces dernières années, il n'a échappé à personne que les drones ont reçu un énorme succès auprès du public. Et on comprend pourquoi, avec ces appareils, on envisage tout sous un angle différent, ce qui est très utile pour un agriculteur qui s'occupe d'une grande exploitation, comme le monsieur que vous allez découvrir, Hubertus Peitov, que je vous propose d'aller voir à l'œuvre, des drones au service des agriculteurs. C'est parti. Les nouvelles technologies se diffusent de plus en plus, y compris dans le monde agricole. Ordinateurs, GPS et même drones, des outils censés faciliter le travail des agriculteurs. Cet homme possède une exploitation dans le nord de l'Allemagne et il a totalement adopté les nouvelles technologies dans son activité. Là, je dessine sur mon téléphone portable le contour de mon champ. C'est même pas la peine d'être très précis. Ensuite, l'application définit automatiquement un plan de vol optimal pour le drone. Le système peut prendre en compte mes demandes, si je veux par exemple un itinéraire plus court. Les images captées par le drone fournissent à notre agriculteur allemand des données précieuses sur l'état de son exploitation. Là, on peut voir des taches lumineuses sur la photo. Ce sont des zones qui sont infestées par les rongeurs. On peut donc contrôler cela et suivre leur progression. Ici, on voit des taches claires. Cela indique qu'il y a des parasites. On n'a pas mis de produits antiparasites ces derniers mois et on voit donc les conséquences. Ailleurs, on avait mis des pesticides et cela se voit. Avec ce système, on voit aussi le degré d'humidité du sol. Et en fonction, si on constate que c'est trop humide, alors on sait qu'il faut drainer le sol. Reste la question du coût. Le prix d'un drone équipé de capteurs adaptés aux besoins agricoles peut grimper jusqu'à 25 000 €, d'où l'idée d'une mutualisation. L'équipement serait mis à disposition par les coopératives ou les chambres d'agriculture. Oui, voilà, il faut des aides, sinon voilà, ce n'est pas possible. Et c'est sûr que d'avoir une vue globale comme ça de son champ, ça doit beaucoup, on va dire, aider pour gérer cette grande surface. Ouais. Exactement, en tout cas ça a l'air au vu des images qu'on a pu découvrir. Et ce n'est pas tout, puisqu'en fait il existe vraiment tout un panel de nouvelles technologies adaptées aux besoins des différents types d'agriculture. Alors pour ce qui est de l'élevage des animaux en pâturage, il peut parfois être difficile de gérer aussi correctement l'espace et le temps aussi pour que les animaux aient assez à manger évidemment, mais aussi pour que les écosystèmes aient le temps de se régénérer. Donc soit on a un œil vraiment très très affûté, soit on fait appel aux nouvelles technologies. Des chercheurs australiens travaillent actuellement sur un système de détecteurs optiques que je vous propose de découvrir à travers ce reportage. Les pâturages sont scrutés de très près.
Mesurer au plus près un pré, un pâturage. C'est ce que proposent des chercheurs tasmaniens. Ils ont travaillé sur des détecteurs optiques qui viennent remplacer ou tout au moins assister les yeux des éleveurs à l'heure d'estimer le potentiel d'un pâturage. Pour le moment, on sort dans les prés, on fait une estimation visuelle pour voir si les ressources seront suffisantes pour que nos animaux puissent traverser le printemps. L'estimation ne dépend que de moi et tout le problème vient du fait que je suis le seul à décider. La nouvelle machine utilise la réflexion de la lumière pour évaluer la couleur de la couverture végétale ou de la biomasse. Les infos sont ensuite traduites selon plusieurs critères pour déterminer l'état du pâturage. Ces capteurs optiques vont permettre aux agriculteurs de mieux évaluer la surface qu'ils vont pouvoir consacrer aux troupeaux et grâce à ça, ils vont mieux gérer leurs troupeaux. Nous savons que nous perdons quelques $50 australiens par hectare à cause de la sous-utilisation du pâturage. Pour une propriété d'1 millier d'hectares, cela peut donc faire un retour de profit de $50 000. La technologie est actuellement à l'essai dans 5 sites de recherche disséminés en Australie, des essais qui devraient durer jusqu'en 2018. Voilà un investissement qui pourrait à terme rapporter plus qu'il coûte à l'exploitation. Voilà, le problème c'est que ce genre d'investissement s'amortit d'autant plus vite que l'exploitation est grande. Mais si on va de plus en plus vers des exploitations de plus en plus grandes, on limite aussi par la même occasion la rotation des cultures, puisqu'on se concentre naturellement sur ce qu'on maîtrise le mieux, ce qui par contre appauvrit les sols et favorise la prolifération des ravageurs. Voilà, oui, de nos jours, la performance doit être économique, mais aussi environnementale, plus que jamais. De gros défis à relever pour l'agriculture moderne. Merci Mara. Merci à toi Élise, et puis merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc demain, plutôt bon week-end. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission.